numéro. C'est au cours de cela que j'ai demandé à Frémion ensuite de prendre la suite, et je n'ai vraiment agi que sur le premier numéro, puis les 3 premiers annuels. Ensuite, d'autres ont été faits par Joël Van Trevert et encore une autre personne. Là aussi, ça a fini par baisser alors qu'un annuel, il est bien remonté. L'idée que j'avais lorsque j'ai lancé ça, c'était que les vieux auteurs, ils devenaient vieux. Et donc, qu'il convenait de présenter les jeunes auteurs pour ensuite pouvoir qu'ils remplacent Heinlein, Van Vogt, Asimov ou des gens comme ça. Cette idée n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que ce ne sont pas les auteurs, finalement, publiés en hiver, qui sont devenus, à part quelques exceptions, qui sont devenus les locomotives de la suite. Et toi, tu peux dire des choses? Oui, dans l'hiver, on avait essayé, puisqu'on avait discuté avec Jacques, et on n'a vraiment pas la même culture, on n'avait pas les mêmes goûts, on n'avait même pas les mêmes idées sur la SF. C'est pour ça que c'était bien, parce que le mélange des deux on pouvait, si on arrivait à faire l'articulation, ça pouvait être intéressant. En tout cas, on a essayé, je ne sais pas si on a réussi, mais dans les premiers numéros, il y a pas mal de textes très anciens. Notamment, par exemple, quelque chose moi qui m'avait bien amusé, c'est lui qui avait trouvé ça, évidemment, des round robin, c'est-à-dire des textes écrits à 4 ou 5 auteurs qui se relaient, etc. Bon, c'est pas d'un grand intérêt littéraire, mais c'est amusant de voir des grands noms de la SF essayer d'écrire ensemble. Il y avait aussi des auteurs très très classiques qui fonctionnaient bien, mais cela dit, c'était l'époque quand même où il y avait beaucoup d'éditeurs de SF et la plupart du matériel de ces auteurs était vraiment déjà pas mal piqué par les différents éditeurs. Il n'y avait pas grand chose qui était accessible. Par contre, au même moment, il y avait la nouvelle vague. La nouvelle vague qui était venue de New Worlds en Angleterre et des nouveaux supports américains, des nouveaux éditeurs, puis cette flopée de nouveaux auteurs qui arrivaient, dont certains étaient tout à fait extraordinaires. Je pense à Lafferty, à James Tiptree, qui étaient d'ailleurs des gens pas si jeunes que ça. Mais sauf que nous, on les découvrait, on n'avait pas entendu parler d'eux jusque-là. Et puis il y avait toute la vague anglaise autour de Ballard, plus tard Christopher Priest, Ian Watson, des gens comme ça. Bon, c'était formidable parce que ces gens-là, ils n'étaient pas encore trop publiés, donc on pouvait aller grappiller. Et moi, je me suis beaucoup amusé à essayer de sortir tous ces gens-là et à publier des textes qui sont aujourd'hui des grands classiques et que personne n'avait encore publié. L'ultime plage de James Ballard, par exemple, des choses comme ça. C'était formidable. Je suis tombé sur un texte comme ça, je disais, putain, personne n'a publié, waouh, je sautais dessus. Et donc, on a pu faire une revue comme ça où il y avait à la fois des textes qui pouvaient plaire aux jeunes qui débutaient, qui voulaient les textes les plus neufs, presque à la limite du punk et tout ça, on les avait. Et puis en même temps, l'auteur classique, enfin le lecteur classique qui aimait bon, il pouvait trouver des machins. Sauf que c'était pas très gros univers, et que donc, je pense que si ça avait été un volume double, par exemple, peut-être on aurait plus pu montrer ça. Mais moi, je suis extrêmement fier d'avoir fait ça. C'est vraiment, ça a été un beau moment de ma vie. D'abord, j'ai jamais autant lu en anglais qu'à cette époque-là. Je suis pas sûr que je serais capable de le faire encore aujourd'hui. Mais et puis, on trouvait des trucs dans des revues qui n'étaient même pas des revues de science-fiction. Des fois, dans des revues de rock, Si la science-fiction, elle était partout, puis tout le monde voulait en lire. Donc, c'était formidable. On pouvait proposer n'importe quoi au public. Il y avait toujours quelqu'un qui aimait ça. Quand on a sorti, c'est toi qui avais amené ça, la nouvelle la plus courte du monde, qui est celle de Forrest J. Ackerman, qui est d'une seule lettre. Bon, c'était un gag, c'est amusant, mais on pouvait faire ça, quoi. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on faisait une revue et qu'on fasse ce genre de blague, on soit tellement suivi par le public. Enfin, peut-être que ça reviendra. Ce que je veux dire, c'est que les auteurs qui étaient tout à fait intéressants, finalement, ont été supplantés par des auteurs de fantasy. Mais ça, c'est après, parce que c'est le cinéma qui a amené ça. Oui. Finalement, au bout d'un certain temps, il est paru à peu près 9 livres de fantasy pour une science-fiction aux États-Unis. Et ça a complètement bouleversé les rapports. Oui. Mais il y a eu deux choses. Il y a eu l'arrivée du cinéma de science-fiction, qui a remis en selle ce qui avait été un peu bousculé par la jeune génération qui disait « Oh, maintenant, on en a marre des histoires d'astronefs, de planètes, de machin, la science-fiction, pour nous, c'est autre chose, c'est parler d'un peu de tout. » Puis, bang, le cinéma arrive là-dessus, il nous refait du space opera, évidemment, parce que
space opéra au cinéma, c'est quand même autre chose qu'en littérature. Et de ce coup, tu as remis ça dans le goût du jour. Et puis, à ce moment-là, la bande dessinée s'est mise à s'emparer de l'heroic fantasy. Et là aussi, c'est pareil, l'heroic fantasy dessinée, c'est quand même autre chose que quand on l'a décrit. C'est beaucoup plus séduisant, et ça a bouffé le marché. Et ça a tué la science-fiction stricto sensu. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette période de creux de vague, qui fait aussi qu'un certain nombre d'écrivains professionnels, c'était mon cas d'ailleurs, à un moment, on n'avait plus de support, où on était rémunéré, où on pouvait gagner notre vie. On est parti écrire des livres ailleurs, quoi. Moi, je n'ai pas arrêté d'écrire de la science-fiction parce que tout à coup, ça m'a plu. D'un seul coup, il n'y a plus d'éditeur, il n'y a plus rien. Je me suis mis à écrire d'autres livres parce que j'avais d'autres compétences ou d'autres envies. Et beaucoup de gens ont fait comme ça. Donc, plein sont partis vers le polar parce qu'à ce moment-là, le polar ça a été l'époque du nouveau polar français avec Manchette et tout ça. Et puis d'autres sont partis vers la littérature jeunesse, d'autres sont partis écrire du roman paysan, comme Michel Jury, des gens comme ça. Voilà, tout le monde s'est adapté à la réalité Aux États-Unis, à l'heure actuelle, un auteur connu qui écrit un Star Trek par an peut vivre toute l'année. Il suffit d'écrire un Star Trek, c'est quand même assez ahurissant. Et la fantasy a débuté, dirons-nous, avant la science-fiction. Oui. Dans les années 18-20, avec des auteurs de qualité comme Abraham Merritt, comme par exemple, et aussi Edgar Rice Burroughs, l'auteur de Tarzan, et avec tout son cycle de Mars, cycle qui est encore édité aux États-Unis, ce qui fait qu'il existe encore une influence aujourd'hui sur les jeunes auteurs. Après Merritt, bien sûr, est apparu Lovecraft, Catherine Moore, mais Robert Howard. Oui, Robert Howard. Alors Howard, avec son Conan le Cimérien, les Français l'ont aussitôt classé comme d'extrême droite, alors que Howard était un type qui, pour les États-Unis, était de gauche. Oui, c'est bien la même chose. Et qui expliquait à Lovecraft que ce qui se passait en Allemagne, je parle des années, donc il est en 37, donc ce qui passait à partir de 34-35, n'était pas bien. Parce que Lovecraft, lui, était fasciné par le national-socialisme. Et il est même allé jusqu'à écrire à propos d'Hitler, « I love the boy », j'aime ce garçon. Et Robert Howard lui disait, mais non, c'est pas ça du tout, c'est des salauds, il faut pas être comme ça. D'ailleurs, je crois qu'à la fin, il était arrivé à convaincre Lovecraft qui finissait à la fin par se déclarer socialiste, ce qui pas très bien ce que ça signifiait dans ce cas-là. Mais en fait, c'était trois amis, ils ne se sont jamais rencontrés. Il y avait Lovecraft, qu'on appelait HPL. Il y avait Clark Ashton, c'était Clark Ashton Smith. Alors, Lovecraft, il est du côté de Providence, Clark Ashton en Californie. Et le troisième, c'était Robert Howard, baptisé Tugen Bob, parce qu'il portait toujours 2 revolvers sur lui. Mais il n'a battu personne. Mais il s'en est quand même servi pour se suicider quand sa mère est morte. Et ces trois-là ont une amitié par correspondance, et c'est seulement Hoffman Price qui a eu l'argent nécessaire pour faire le tour des États-Unis et les a rencontrés tous les trois. Mais je crois qu'il n'y a que Hoffman Price qui les a rencontrés. Hoffman Price est un auteur qui écrivait à la fois de la fantasy, mais aussi des policiers, et aussi il écrivait dans les spicy pulps, les pulps épicés, c'est-à-dire cochons. Oui. Vous lisez, vous tenez toujours au courant de ce qui se passe en science-fiction, quel est votre avis sur justement l'état de l'SF aujourd'hui? Non, alors là, je vais faire l'aveu. Lorsque j'ai quitté, j'ai resté 30 ans et 8 mois aux éditions Gélu, je suis parti en janvier 99, fin janvier 99, et j'ai fait une immense pause de science-fiction. Donc il m'arrive d'en lire 2 par an ou 3, et j'ai surtout lu des livres d'histoire. Et par exemple, les derniers livres que j'ai écrits, Miro Andrésila est fondé sur un personnage historique de l'histoire romaine, Drusilla, la sœur de Caius Caligula, dont je raconte un chapitre sur 2, son histoire telle qu'elle s'est déroulée dans la Rome à son époque, c'est-à-dire dans les années 25-38, et l'autre chapitre, l'histoire de la même Drusilla, telle qu'elle se déroule aujourd'hui en Californie. C'est un roman fantastique. Quant au tout dernier qui sort en ce moment, à savoir
titre roumain? Non, pas le titre romain, on va faire le titre français. Le Jaguar rouge, qui raconte l'histoire de la conquête du Mexique par Hernán Cortés. Là aussi, un chapitre sur deux de l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée. L'autre chapitre, l'histoire vue du côté des Indiens, mais à travers l'esprit d'un Indien qui est occupé par un homme d'aujourd'hui, qui assiste à ce massacre, qui connaît l'issue et l'acculturation et l'anéantissement de tout le peuple mexicain, et qui ne peut rien faire, et qui se demande comment l'empêcher. Voilà. Dans tout ça, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire, en anglais, en français, en espagnol, pas en anglais, pas en allemand malheureusement, et j'ai lu assez peu de livres de science-fiction, je le reconnais. Et surtout, j'avais l'impression que chaque fois que j'en recevais, c'était de la fantaisie. Oui. Je vais vous demander, quand vous avez introduit la science-fiction chez Gélu, est-ce que vos patrons avaient imposé certaines conditions, par exemple tirage minimum, type de couverture, Non. quatrième de couverture? Non. Je suis en train, j'ai lu en mai 68, je crois, juste avant la Révolution. Prima della Rivoluzione, il s'appelle comme ça. Et évidemment, j'ai tout de suite demandé à introduire la science-fiction, et on m'a dit non. C'est invendable. Tout le monde sait que la science-fiction, ça ne se vend pas. C'est pour ça qu'on a fait la révolution immédiatement après. Et je me suis aperçu que les éditions d'Itis, Frédéric Itis était le patron de GU, le fondateur de GU, et avant il avait une maison qui s'appelait Itis, publiait des romans policiers, un jour avait publié 6 livres de science-fiction. Et j'ai demandé, est-ce que vous pouvez me retrouver les chiffres de vente? On m'a retrouvé les chiffres de vente, et je suis allé voir Itis, je lui ai dit, vous savez les 6 livres de science-fiction? Il m'a dit, je suppose qu'on n'en a pas vendu un seul. Et j'ai dit, regardez les chiffres de vente, ils sont exactement identiques aux chiffres de romans policiers que vous avez publiés le même mois. Je veux dire que ça l'a quand même étonné. Et du coup, un jour, il a déjeuné avec Robert Laffont, et autour du déjeuner, il m'a jeté un livre sur le bureau, c'était le demi-heure Odyssée de l'espace de Arthur Clarke. Il m'a dit, tenez, je vous ai acheté un livre de science-fiction. Et il dit, bon, très bien. Il dit, un livre, il en faudrait plus. Il me dit, bon, écoutez, ça fait 2 ans que vous me cassez les pieds avec sur la science-fiction. Allez, achetez-en 4 autres. Il y en a 50. J'ai dit, bon, mais quoi, des livres acceptables? Et quand j'ai dit, non, aucun livre de science-fiction n'est acceptable pour les CGU. Bon. Alors j'ai acheté Demain les chiens de Simac, Le Mondial de Van Vogt, les 2 Sturgeon, Les plus qu'humains et Les gens qui songent. Et on a commencé par le Clarke. Et le résultat a été très moyen. Ensuite, on a fait un Sturgeon, c'était avant les vacances, et le résultat a été très moyen. Et alors il m'a dit, vous voyez, bon, une fois qu'on aura fait les 5, on arrête, c'est un peu d'argent perdu, tant pis. Et puis en septembre, on a lancé Le Monde des Nonas de Van Vogt. Et alors là, les ventes ont été immédiates et torrentielles. Il y avait une librairie sur le bois Saint-Germain, c'était le bois Saint-Germain, non, Saint-Michel, et qui était une librairie intellectuelle et qui refusait de vendre Jésus. Et ils ont commandé, notre diffuseur Flammarion, 500 exemplaires du Monde des Nonas. Au point que chez Flammarion ont téléphoné, ils ont dit, je pense que vous avez mis un 0 de trop, là, il y a erreur. Et ils ont dit, non, on en veut bien 500. Et un mois plus tard, ils en recommandaient 150 de plus. Et on s'est aperçu que, alors là, on a commencé à se poser des questions, on s'est aperçu que le Rayon Fantastique, qui a été publié chez Hachette et chez Gallimard, mais chez Hachette c'était fait par M. Georges Gallet, dont je parlais précédemment, et avait laissé des souvenirs chez un tas de jeunes gens qui étaient devenus des trentenaires, et qui recherchaient ces livres qu'ils avaient lus, et qui, dès qu'ils ont su que le Van Vogt était paru, mais ça a été, je vous dis, vraiment torrentiel. Du coup, Itis m'a dit, écoutez, là il y avait un phénomène bizarre. D'abord commencer par acheter d'autres livres de cet auteur, puisqu'il vient de se vendre, c'était logique. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui, à votre avis, pourraient se vendre comme ça? J'ai dit oui, il y a Isaac Asimov, je ne connais pas, mais allez, achetez-en.
Et il m'a autorisé à l'acheter, je crois, 8 pour l'année suivante. Et voilà comment ça... Mais alors, pour la couverture, on a dit, mais surtout, il ne faut pas dire aux clients, aux libraires, pardon, aux libraires, que c'est de la science-fiction, parce qu'ils vont les refuser. Donc, on les a publiés sous des couvertures parfaitement neutres, de littérature générale, et sans dire que c'était de la science-fiction. Et puis, au bout d'un certain temps, les libraires ont fini par s'en apercevoir. Il y en a un qui a dit à Editis, je ne veux pas de vos science-fiction, il y a des gamins qui viennent là-dedans, mais moi, je ne veux pas ça, je veux des bons auteurs, Malé Joris, Perfit, Van Vogt, Vialard. C'est exactement la phrase qui a été prononcée. Et puis, quand on est allé au Canada, Editis Toulereau est allé au Canada, il y a notre diffuseur, il lui a montré des Fers pour Algernon de Daniel Case, et il a dit, il y a vraiment un bon bouquin. Et il dit, oui, c'est l'un de nos meilleures science-fiction. Il a dit, mais non, monsieur, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un bon livre. Bon, ça a quand même duré comme ça jusqu'en... Donc, c'est les conventions 70, jusqu'à 23 ans. Puis au bout de 3 ans, on avait quand même créé un noyau, et les libraires finissaient par savoir cette science-fiction, mais les jeunes gens venaient et retenaient d'un mois sur l'autre les 2 livres à paraître, parce qu'à ce moment-là, on était passé à 2 par mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les anthologies, les meilleurs récits. J'ai dit maintenant, apparemment, ils savent que c'est la science-fiction, donc osons et mettons des couvertures de science-fiction. Et c'est là qu'on a commencé à engager Tibor Xernus, Schulmack, avant, il travaillait pour nous avant d'aller à Pocket. Voilà comment ça s'est fait. En se glissant dans une fente du système. Est-ce que le fait que le traducteur était Boris Vian, est-ce que ça a pu jouer? C'est une question bien difficile à répondre. Vian, de son temps, n'avait aucune notoriété. C'était seulement bien après sa mort. Et d'ailleurs, s'il avait traduit Van Vogt, c'était un travail alimentaire. Il y a même le premier biographe de Boris Vian, je me souviens, a écrit, il a aussi fait des traductions, dont 2 merdes de science-fiction d'un certain Van Vogt. Bon, la version que j'ai publiée, c'est une version où j'ai enlevé 3 contresens, pas plus que ça, mais c'était vraiment du contresens d'inattention. C'est-à-dire il sortit d'une pièce, au lieu il entra dans la pièce, vous voyez. C'était à ce niveau-là, parce que ça avait été traduit trop vite. En revanche, il y avait une nouvelle préface, etc., de Van Vogt, de Boris. Mais je crois que ça n'a pas joué. En tout cas, pas sur les lecteurs. Peut-être quelques... Et comme les critiques n'en parlaient pas. Mais lui aimait ça. Et l'histoire de la science-fiction a été traduite en japonais. Et un jour, j'ai reçu des exemplaires japonais. Et puis un jour, j'ai fait des mangas. Et il y a une jeune japonaise qui est venue. Et je lui ai dit, ah, mais regardez. Alors je lui ai montré mes livres japonais. Et j'avais 3 livres traduits en japonais dont j'étais l'auteur. Et je lui ai demandé de me traduire le texte qu'il y avait sur la jaquette, le rabat. Et là, j'ai appris avec stupeur que la science-fiction avait débuté par des rencontres tenues dans la librairie La Balance entre Boris Vian, Jacques Boimard et moi. Or, je n'ai jamais rencontré Vian, Boimard non plus. Et nous ne sommes ni Boimard ni moi allés à La Balance. Et en fait, ça s'est passé dans une librairie tenue par l'ex-maîtresse de Vian. C'est le seul lien, l'Atome. Et Boimard n'est arrivé que plusieurs années plus tard. Voilà comment on écrit l'histoire. C'est de la science-fiction. Et puis le traducteur, il aurait pu m'écrire pour me demander. Il arrive que les traducteurs écrivent à la demande de l'auteur pour lui donner des précisions, mais rien. De toute façon, évidemment, il pensait bien que je ne pouvais pas comprendre ce qu'il avait écrit. Savez-vous pourquoi actuellement encore des ouvrages qui ressortissent normalement à la science-fiction sont publiés en littérature générale? Je pense à La Route, par exemple, de Norman McCarthy. Ça dépend des collections. Vous avez des... Jekyll est paru en ce moment. Parce que si vous n'avez pas une... Par exemple, James Cain, un policier. James Cain n'est jamais paru dans des collections policières. Alors que c'est aux États-Unis, il paraissait à côté d'Achille Hammett,
Jonathan Latimer et tout ça, c'était considéré exactement comme la littérature du même ordre. Mais comme il était paru chez Gallimard, c'était considéré comme de la vraie littérature par rapport au polar. D'où le Gilmsken a toujours été à part. Bon, là, il est probablement paru chez un éditeur qui n'avait pas de série science-fiction et qui donc le considérait comme au-dessus du niveau. Parce que les préjugés continuent. J'ai une autre idée sur le succès de Van Vogt. Est-ce que ça serait lié au fait qu'il y avait la revue Planète et que la logique sémantique Korzybski, ça pesait beaucoup? C'est très possible. C'est très possible. Planète, à travers Berger et Powell, avait parlé de Korzybski, de sémantique générale, mais bon, Van Vogt n'avait juste pris que quelques formules, c'est tout, rien d'autre. Alors, il était devenu ensuite chairman de Dianétique, mais en Californie. Mais il est de Ron Hubbard. Mais il n'était pas allé jusqu'à suivre Ron Hubbard, jusqu'à la scientologie. Là, il s'était arrêté. Mais la Dianétique, et une fois, il avait animé un débat qui opposait un philosophe korzybskien, non aristotélicien, à un qui pratiquait la sémantique générale et un autre, je ne sais plus quelle philosophie. Et il m'a écrit en disant, le plus ennuyeux, c'est que c'est le type qui pratiquait la sémantique générale qui a été à l'applaudimètre le plus applaudi. Et là, il n'y croyait plus du tout. Mais il s'entichait beaucoup de collections. Par exemple, il avait une très mauvaise vue. Il y avait une méthode d'un certain Bates. Et il prétendait qu'il enlevait ses lunettes et il voyait mieux avec cette méthode Bates, alors qu'en fait, il n'y voyait pas. Mais les auteurs de science-fiction sont parfois un peu étranges. Le plus étrange de tous étant Philippe Dick, bien sûr. Certains n'étaient pas. Robert Heinlein était un bourgeois, très classique, très normal.